C'est-à-dire quand j'ai démarré, on n'était pas riche, c'est le cas de le dire. J'étais d'une famille nombreuse, 7 enfants. Je me serais plutôt dirigé vers l'éducation nationale, mais enfin à l'époque tout le monde faisait des fonctionnaires. Il n'y avait pas de jeunes qui voulaient faire la vigne. La terre ne valait rien. On s'en débarrassait pour ne pas payer le foncier. Alors si bien que tout compte fait, les grands-parents, ça a démarré, les drapiers, ça a démarré très tôt. J'ai l'arbre généalogique de la famille depuis 1605. Mais d'autre part, c'était un marchand de draps. En fait, il s'appelait Rémy Marchand Drapier à Reims. C'est un marchand de draps, comme son nom l'indique. Là, c'était au XVIIe siècle. Ben oui. D'où votre nom? Ah ben mon nom, moi, ça démarre. Enfin, c'est pour vous dire la vérité, ça venait du côté de ma femme, souvent. Hein. On a les prénoms entre les deux Napoléons, entre Napoléon Ier et Napoléon III. D'ailleurs, vous l'avez sur un cahier, où ces gens-là étaient vignerons. Étaient vignerons de père en fils et ils vendaient au kilo aux grosses maisons de champagne qui venaient acheter dans la région. À savoir qu'il y a eu des bouleversements entre-temps, il y a eu le phylloxéra, il y a eu, j'en passe. Vous savez, tout un tas d'aléas auxquels ils ont paré comme ils l'ont pu, et dans la misère souvent. Mais c'est vous qui avez commencé à faire votre propre champagne voilà. Après la guerre 39-45. Moi j'ai démarré je me suis fait violer par une vigneronne en 1946. Oui, bien sûr. Hein. Et puis alors, les caves voûtées que vous avez vues tout à l'heure, on en a démoli 4 ou 5, il n'y avait rien que des caves en suivant, des caves du 12e, là, et ça m'a incité, si on veut, à mettre en bouteille. Ça m'a incité surtout à cause d'une épouse qui avait du corps au ventre, comme on dit, et qui m'a incité à mettre en bouteille, alors que certains, enfin à l'époque, à la propriété, personne ne mettait encore le vinifié en champagne, à part les grosses maisons. Alors j'ai été un des premiers dans le coin, et où j'ai été éduqué par un négociant en retraite, Chrétien Vaillère de son nom, qui était un monsieur formidable, qui m'a éduqué comme un bon professeur, qui ne riait pas naturellement, on n'avait pas le droit de rire, et où il fallait travailler. Alors de fil en aiguille, mon premier tirage en 50, il était de 1000 bouteilles. Vous voyez, je ne me lançais pas, mais pour... Mais vous étiez déjà propriétaire de vigne? Ah oui, de par ma femme. D'accord. Oui, de par ma femme. C'est un bon mariage alors? Oui, mais on ne se mariait pas pour le capital. On était loin de supposer qu'un jour, le capital se revaloriserait seul de par l'économie. Alors, de fil en aiguille, 1000 bouteilles en 50. Et puis alors, petit à petit, parce que je vais vous dire, si je vous raconte toute la genèse de l'affaire, c'est que pour avoir de l'argent, il fallait vendre des kilos. Pour acheter de la bouteille vide, il fallait vendre des kilos. Inutile de vous dire que comme on n'avait pas d'argent, on tirait, en économisant, on tirait sur les ficelles, comme on dit, de tous les bouts. Alors petit à petit, l'année suivante, on a tiré 1000 ou 2000 bouteilles de plus. Je ne peux pas vous dire les chiffres exacts, j'ai retrouvé dans les papiers. Et puis alors, on s'est donné de l'aisance à travers une extension du vignoble. Et puis, on a vendu de plus en plus au kilo pour se faire de la monnaie, comme je venais de dire. Et en plus de ça, acheter de la bouteille vide et ainsi de suite, tout le processus viticole et vinicole. Est-ce que le fait d'avoir un voisin très connu, historiquement connu, vous a aidé un petit peu à colomber les deux églises? Oui, alors ça c'est vrai, vous faites bien d'en parler, pour la bonne raison, c'est que ce qui m'a aidé surtout, travailler, il fallait travailler. Ce n'était rien, il s'agissait d'avoir le produit à vendre, et en plus de ça, quand vous parlez du voisin, j'avais le propriétaire des cristalleries de Champagne, qui à l'époque était une grosse entreprise, qui était au collège avec mon père, qui avait été au collège avec mon père. Et il a dit comme ça, si ton garçon veut vinifier, commercialiser, notre réseau commercial pourrait lui donner la main. Ce qui veut dire que de fil en aiguille, on n'avait qu'à produire, c'était vendu d'avance. Enfin, on ne vendait pas de la prunelle. Il fallait quand même un temps de vieillissement, 2-3 ans, et puis on a su attendre, on a su très bien démarrer, c'est ce que m'a dit Marco, c'était son nom, le patron des cristalleries. Il faut faire bon pour pouvoir continuer, et puis le bouche à oreille a fait le reste. Alors si bien que après le voisin, comme vous dites, de Colombey-les-Deux-Églises, son officier d'ordonnance était Gaston de Bonneval,
le colonel, Oui, qui était le parrain de Michel, mon fils. d'accord. Alors, de fil en aiguille, le général n'est jamais venu au Champagne lui-même, hein. C'est toujours de Bonneval qui venait et qu'on livrait. D'ailleurs, chose qui peut vous faire rire, comme on n'a jamais de bouteille, on habille à la main. Alors en habillant à la main, on n'avait jamais de bouteille d'avance. Mhm. Et il venait avec le directeur commercial des fois de Bonneval et il aidait la patronne, comme tout le monde disait, ma femme. Ah, il aidait à étiqueter. Ils habillaient les bouteilles avant de les emmener. Elles étaient habillées sur le champ. On n'avait pas de bouteille d'avance, hein. Je n'imagine pas le général de Gaulle habiller ses Oh propres non, non, bouteilles. non, non, non. Alors après ça, quand on a entré plus profondément en relation, à travers certaines tables, point la ligne, mais lui, personnellement, il se promenait, mais il n'est jamais venu à la maison, hein. Ça, on ne peut pas dire ce qui n'est pas. Mais par contre, on a une bonne relation. Et aujourd'hui, on en a encore avec Yves de Gaulle. Je peux vous montrer les cartes qu'il m'envoie, Mhm. qui est le secrétaire général de Suez et qui est un très bon client. Est-ce que vous avez dû lui demander la permission pour créer la cuvée Charles de Oui, Gaulle? alors pour créer la cuvée de Gaulle, ça s'est fait après sa mort. C'est-à-dire, c'est Philippe qui nous a donné l'autorisation, moyennant une petite redevance à la boisserie. D'accord. Une petite redevance d'entretien. Alors aujourd'hui, c'est votre fils Michel Drapier qui vous a succédé, qui dirige l'entreprise Oui, on va largement. largement. Hein, il a plus de capacité que moi, à la limite, surtout sur le plan commercial. Moi, j'étais jamais qu'un vigneron. Un vigneron qui s'est étoffé commercialement, mais je n'avais aucune prédisposition. Mais par contre, il y a eu l'humour, la gentillesse, la simplicité, qui ont fait que de fil en aiguille, on s'est créé des relations énormes, je dirais. Même que je ne vous citerai pas, mais vous seriez étonné de par le fait qu'on ne pétait pas plus haut que le trou, comme disait ma grand-mère. Hein, c'est français ce que je dis là. Vous vous impliquez toujours, encore aujourd'hui, peut-être pas dans la Ben, vinification, si je prends un mais- témoin, Philippe qui n'est pas là dans la maison depuis bien longtemps, je suis là. On me réclame, on veut voir le vieux. Je suis le... vous donnez votre avis quand même. Oh, David, non, mais je reçois les gens, ils aiment bien me voir. Est-ce que le père Drapier est toujours là? Ça- Ils sont très intéressés par ma présence et surtout par les petites bêtises que je raconte, des anecdotes et j'en passe.